Double attentat au Mali. Le poste de péage de Kassela et le poste de protection civile de Marca Congo ont été ciblés par deux attaques simultanées dans la nuit du lundi 2 janvier au mardi 3. Eh bien, d'après les témoignages, les assaillants sont arrivés à moto et ont ouvert le feu sur les agents. À Kassela, 2 personnes ont été tuées. Le gardien du péage et un fonctionnaire des eaux et forêts. Les deux attaques se sont produites dans la région de Koulikoro, près de Bamako. Des dégâts matériels et humains ont été enregistrés. Nos questions. Comment comprendre ces nouvelles attaques au Mali? Le cordon sécuritaire est-il mis à rude épreuve ou alors Bamako a baissé la garde? En tout cas, on en saura davantage dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes sur les antennes de Foyo Média Africa. Vous nous recevez en radio sur la 96.3 FM et même sur satellite pour ceux qui sont loin de Douala et ses environs. Vous nous recevez également sur vos petits écrans par le même canal, Eutelsat et naturellement Facebook et YouTube accompagnent nos internautes pendant ce temps. Nombre d'entre vous ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Double attentat donc au Mali. Le cordon sécuritaire à rude épreuve avec un point d'interrogation. C'est à vous de nous apporter vos éléments de réponse, votre point de vue, participer au débat. Cela permettra à notre continent, l'Afrique et singulièrement au Mali, de mieux comprendre les jeux et enjeux des questions liées à la sécurité en ce moment dans ce pays. Pour en parler, nos invités, ils sont tous ou presque tous là. Tout d'abord, du côté de Kati, Moussa Zandiara. Bonsoir Moussa. Bonsoir Bachir, bonsoir aux auditeurs des Foyo Média. Oui. Bonsoir au peuple malien, bonsoir aux chers tous les panafricains en Afrique et en Europe. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs qu'au-delà d'être activiste panafricaniste, vous êtes le président du conseil communal des jeunes de Kati. C'est bien ça, Moussa? Oui, je suis le président du conseil communal des jeunes de Kati. Oui. Aussi membre, vice-président national du réseau des jeunes actifs, RGA. Très bien. Merci en tout cas de nous honorer de votre présence. Tout à l'heure, on retrouvera un de nos plus fidèles panélistes du côté du Mali. Bien sûr, c'est le général Issa Diawara. On ira d'un moment à l'autre. En attendant, on accueille aussi un de vos copanélistes. C'est notre consultant permanent, Jonathan Batengene, qui est là, comme toujours, l'inamovible. Hein? Batengene, bonsoir Joe. Bonsoir Bachir, vous-même inamovible. Mais je me fais souvent remplacer par notre cher Nguélé, que nous saluons d'ailleurs, le rédacteur en chef de Foyo Média Africa. Remplacer ne veut pas dire que vous n'êtes pas inamovible. Ouais. Vous revenez néanmoins toujours. C'est un problème de aussi. Donc c'était une manière de parler de ce jeu de chess qui a toujours lieu à ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait. Nous saluons notre frère Zanga. C'est la première fois avec lui. Oui. Mais il faut rappeler qu'il a souvent participé à nos émissions. Donc, oui, voilà. oui. Au lancement de Foyo Média Africa, il était là dans, je crois, la 2e ou la 3e émission aussi. Oui, ce n'est pas quand j'étais là. Je dis que c'était la première fois entre lui et moi. Voilà. Donc, mon frère Zanga, ne te sens pas frustré. Décidément, la langue de Molière. Et c'est la première fois qu'on partage au plateau. Ouais. C'est un honneur, c'est un plaisir. Et je sais que un panafricaniste qui a déjà fait ses preuves, c'est un panafricaniste sérieux, c'est un panafricaniste courageux, c'est un panafricaniste qui s'assume, qui assure et qui rassure. Et depuis le conseil de Kati où il est là-bas, nous savons qu'il irradie du panafricanisme toute la ville. Nous saluons également notre frère et ami de Kati, le général Issa Diawara.
saluons la grande lionne, la combattante Amina Fofana, qui ne manque pas, hein, chaque fois qu'elle sait que c'est le Mali qui est au menu, elle regarde l'émission. Tout à fait, elle est toujours en ligne. Nous saluons la lionne, hein, Amina Fofana. Voilà. Nous saluons tous les panafricanistes, tous les inconditionnels qui ont fait ce programme, la reine des émissions panafricaines de la semaine, panafricanistes de la semaine. Leur disons merci beaucoup pour la confiance, mais surtout pour l'engagement, le combat qui se poursuit dans les quartiers tous les jours et qui permet à chacune des paroles prononcées ici de trouver une réalité concrète. Nous saluons tous ceux qui nous soutiennent de part et d'autre dans le monde, tous ceux qui prêtent une oreille attentive au panafricanisme et tous ceux qui ont décidé de rallier les rangs des panafricanistes. Parlons ainsi de la résistance mondiale qui s'est constituée, mon frère Bachir. Il y a une résistance mondiale qui s'est constituée et qui nous soutient. Leur disons merci d'avoir rejoint le bon combat, d'avoir compris le sens de ce combat et que chacun d'eux, dans son pays, puisse réaliser avec succès les prouesses de cette résistance déjà enclenchée en Afrique. Saluons les techniciens, notre frère Yannick Son, à qui nous disons bonne année. Bonne année. Oui, voilà. Nous veut le meilleur. Voilà, c'est pas son anniversaire. Bonne année. Voilà. En fait, ça se ressemble. Je ne suis pas habitué. Bonne année également à notre frère Signé, à notre frère Foucault, à notre frère Chambelin Foukoun, qui rentre des États-Unis, et à tout le personnel For You Media, aux autorités du Cameroun, aux forces de sécurité et de défense, pas seulement du Cameroun aujourd'hui, et bien c'est depuis un moment. Aussi toutes celles en Afrique qui luttent contre les terroristes et qui donnent de leur vie en sacrifice pour nous prémunir des affres de cette nébuleuse. Et nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Puchéry-Ballet, dont le seul crime, c'est d'avoir découvert que 30 terroristes avaient la nationalité française, c'était des mercenaires de la jeune française. Et ces derniers officiaient dans l'activité de mercenariat d'État qui a été légalisée par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Donc, notre sœur Edith Puchéry-Ballet, peu importe ce qu'ils ont utilisé pour essayer de te museler, nous allons relayer ces mots et nous allons être ta voix dans les médias. Tu seras bientôt libre, sois courageuse, sois forte, sois très forte. Tous les panafricanistes te soutiennent. Tous les Africains te soutiennent. Bientôt, tu seras libre comme ton pays, la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Robert Nguéné. Toujours cette intro qui ne change pas, mais qui est efficace. Il y a des résultats. Oui, tout le monde aujourd'hui sait qu'Edith Puchéry-Ballet est innocente. Et ça, c'est ce qui doit être connu. Merci, cher Batengini. Parlons du Mali avec Moussa Sandiara. Moussa, on a appris, comme beaucoup d'autres Africains, ce double attentat du côté du Mali, non loin de Bamako. Alors, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement, au-delà de ce qui se dit dans les médias? Oui, Bachir, dans la nuit de lundi au mardi, comme du 2 au 3 janvier, nos deux postes, parce qu'il faut reconnaître que le poste des Antigua, c'est un poste de contrôle de tous les véhicules qui sortent du district de Bamako et tous les véhicules qui quittent le centre du Mali ou bien le nord du Mali pour la direction de Bamako. C'est un poste de contrôle qui a été délocalisé de Bamako, Yirimadio, à 30 km de Bamako, dans la capitale, pour la ville des Antigua, dont Antigua relève maintenant de la région de Kloukoro. Et en plus de ça aussi, il y a aussi le poste de la protection civile, qu'on les appelle ici sapeurs-pompiers. C'est un poste pour la prévention aussi en cas d'accident sur la route, parce que de Bamako à Ségou,
ça, c'est sous forme d'une autoroute qui quitte Bamako pour Ségou, qui va de 230 km et quelques. Donc, en cas d'accident, c'est ces éléments-là qui interviennent régulièrement sur cette route. Donc, ces deux postes ont fait l'objet d'une attaque, je peux dire simultanée, parce que c'est pas la première fois que le poste de contrôle des Antilles est vraiment attaqué. Les Antilles a connu une attaque il y a un peu longtemps de cela, et c'est la deuxième fois que le poste fait l'objet vraiment d'une attaque de ce genre. Mais il faut reconnaître que le système que ces gens ont employé, c'est le même système présentement qu'ils emploient dans d'autres localités au Mali, avec des motos, et ils viennent généralement vers 20h, 21h et 22h comme ça, pour vraiment s'aimer vraiment leur acte terroriste par rapport à ce que les gens disent. En réalité, c'est des endroits géographiquement qui ne sont pas aussi faciles à cerner et à couvrir vraiment par la sécurité, parce que qui connaît le Mali géographiquement, parce que l'endroit relève de la région de Kouloukoro, et c'est derrière le fleuve, parce que quand tu quittes la ville de Kouloukoro, tu traverses le fleuve Niger pour se rendre à Zantigla. Donc, généralement, ces gens peuvent contourner même les mesures sécuritaires que les autorités ont vraiment mis sur place pour sécuriser ces différents endroits, afin vraiment de les éviter à être attaqués. Parce que Kouloukoro aussi, il y a des zones où c'était des zones qui étaient considérées comme des nids, comme des bastions même des terroristes dans la ville, derrière Kouloukoro, à quelques 30 km de Kouloukoro. Mais avec la montée en puissance des terroristes, des forces de l'armée, les FAMA, ces zones ont été récupérées, et les djihadistes vraiment se sont retrouvés vraiment sans un endroit fixe vraiment pour mener leur sale contre les FAMA. Donc, ils se sont maintenant mis à d'autres moyens. Ces moyens-là, c'est d'aller vraiment soit braquer les transporteurs sur la route, ou bien attaquer, mener ce genre d'attaque sur les différentes postes, soit les péages où les engins vraiment sont contrôlés aussi, où on paie aussi les frais pour passer. Donc, généralement, ces postes-là et ces endroits comme les péages sont maintenant ciblés par ces genres d'attaques à répéter il y a un peu vraiment de cela longtemps. Maintenant, c'est vraiment le cas des Antigua et des Marakakungo, et c'est fait aussi au lendemain maintenant de la fête des réveillons. Ils savent que généralement ces périodes-là, généralement la vigilance aussi n'est pas aussi en hauteur à certains niveaux. Donc, ils sont aussi à renseigner, et ils ont des guetteurs à tous ces niveaux-là pour vraiment leur filer des informations, connaître l'effectif des agents qui se trouvent sur ces postes, et connaître aussi la mobilité aussi même de ces éléments qui sont sur place, et ils se profitent de toutes ces informations maintenant pour venir faire mener ces actes-là sur place. Moussa Zandiara. Allons retrouver le général Issa Diawara qui est avec nous. Il nous a rejoint. Général Issa, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous expliquez ces nouvelles attaques du côté du Mali? À un moment donné, il y a eu quand même une sorte d'accalmie, comme le disait Moussa, avec une montée en puissance des FAMA. Et du coup, on est quand même surpris par cette attaque, ce double attentat, il faut bien le dire. Permettez-moi de vous saluer, Bachir, et de vous saluer pour l'invitation.
de saluer bien sûr mon frère Moussa Zandjara de l'autre côté, mon cher sans doute ami Jonathan Batingene qui est au plateau. Oui. Permettez-moi de saluer toute l'Afrique et toute l'équipe de Forum Média et bien sûr saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment précis. Pour répondre à votre question, vous savez, comment je vois cela, c'est un coup d'épée dans l'eau en fait. Il faut déplorer peut-être quelques victimes, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. N'oubliez pas que le Mali est à 7 mois durant lesquels aucune attaque n'a été réussie contre une position quelconque de l'armée malienne. Vous savez, nous sommes dans ce contexte, nous sommes dans le contexte où les Mali ne connaissent presque plus d'attaque. Cette attaque, peut-être Jonathan reviendra là-dessus pour me compléter. Regardez les cibles visées. C'est les cibles molles en fait. Quand vous attaquez à un poste des secouristes, des gens qui sont là, c'est pas quand on dit les sapeurs-pompiers par exemple ont été militarisés, mais c'est pas le volet militaire, c'est le volet purement secouriste pour secourir bien sûr ici les accidentés de la route entre Bamako et bien sûr Ségou, comme l'a décrit Moussa Zandjara. Vous avez c'est une localité, les deux localités, moi j'ai fréquenté ces deux localités, j'ai passé fréquemment par Zantikila. C'est un poste qui est juste au bord de la route où vous avez à peine quelques hommes. Autrefois, les terroristes de la France s'attaquaient à tout un camp militaire, prenaient le contrôle du camp, faisaient du thé, égorgeaient qui ils voulaient, et ensuite partaient comme ils veulent avec armes, munitions et véhicules. Aujourd'hui, si les terroristes cherchent des cibles molles, et d'ailleurs, il y a une couverture derrière leur cible. J'ai beaucoup passé par cette route, le tronçon des Antiquila. Et il y a une grande forêt là-bas qu'on appelle la forêt de Faya. La forêt de Faya. Donc, ils ont profité de la couverture de cette forêt, où ils vont essayer de se dissimuler, de se fondre dans la population, jeter armes, et ensuite, quand les femmes vont les rattraper, si ce n'est déjà le cas, ils auront l'état d'alerter déjà les fameuses ONG que la France fait appeler droits de l'homme ou droits de touristes. Ils auront le temps d'alerter ces ONG et qu'est-ce qui va se passer? On va accuser le Mali comme on est en train d'accuser le Burkina actuellement, que vous avez tué des civils ou bien vous avez capturé des civils, vous avez torturé des civils. Or, en réalité, ce sont des terroristes qui ont du sang sur leur main. Voici une guerre hybride, voici une guerre en tout cas qu'on nous impose ici. L'ennemi essaie de taper, choisir une cible morte, et ensuite l'ennemi essaie de se fondre dans la population. Et grâce au renseignement, je sais que ces ennemis sont sans doute déjà appréhendés ou sont sur le point de l'être parce qu'ils viennent de taper un peu en profondeur. Ils auront du mal à rejoindre la frontière, c'est-à-dire vers la Mauritanie, où vous avez du côté de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent même pas s'aventurer. Donc la forêt de Faya, bien sûr, ça donne sur des localités qui vont directement vers la frontière de la Mauritanie. Parce qu'ils n'ont qu'à traverser le fleuve, entrer dans Banamba et essayer d'atteindre Mauritanie, ou encore essayer de traverser vers Fana et atteindre derrière le fleuve et essayer encore d'avancer vers la Mauritanie. Entre-temps, l'armée malienne a un dispositif très considérable dans la zone, donc ils n'auront pas le moyen de s'échapper. Mais une fois de plus, quand ils seront appréhendés, dites-vous que ces fameuses ONG de droits de l'homme vont le comptabiliser comme ce qu'on appelle droits de l'homme ou quelque chose comme ça, parce que ces ONG-là se battent pour les droits des terroristes. Maintenant, Bachir, pour terminer, il y a une leçon à retenir, à quelque chose de malheur, quelque chose de bon. C'est comme ça qu'on dit, c'est le français, c'est leur langue. Quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Vous savez, quand il y a eu attaque d'opération de communication à Kati, ce qui s'est passé dorénavant, plus aucun camp militaire du Mali n'a été attaqué. C'est-à-dire les dispositifs ont été en tout cas renforcés. Moi, je suis de la ville de Kati. Comme Moussa Zan, nous connaissons ce qui se passe, comment les dispositifs ont été renforcés à tous les coins, à toutes les entrées du camp. Vous ne pouvez, même si vous êtes en moto, ce n'est plus possible. Donc, ces postes-là seront bientôt renforcés. Je pense qu'il peut avoir, à l'aide de la technologie, avoir un système de surveillance renforcé. Le Mali est en train de se construire sa souveraineté. L'armée malienne est en train de monter en puissance, mais n'a pas encore atteint toute la puissance que nous voulons. Donc, il est très normal que, même dans les mois à venir, ou peut-être dans 24 mois à venir,
nous pouvons encore assister à ces quelques attaques de désespoir de la part des pseudo-terroristes qui en réalité correspondent beaucoup aujourd'hui plus au mode opératoire des bandits. Essayer d'attaquer cible molle, cible sans défense et essayer de disparaître, mais ils vont se faire rattraper. Ça, je vous le garantis, ils vont se faire rattraper bientôt. Ces postes-là seront renforcés au fur et à mesure. Toutes les leçons seront tirées. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de renseignement. Les touristes là se sont fondus dans la population. Ils doivent être retrouvés. Et je pense que les Maliens nous écoutent. Les populations sont déjà en train de partager les renseignements. Et je pense qu'ils seront neutralisés dans les minutes et dans les heures qui suivent. Merci. Il y a Issa Diawara, le général, en tout cas, beaucoup d'enseignements dans ce que Issa a dit. Jonathan Batengene, juste une question d'un Africain normal. Ces attaques, bien que les autorités aient compris que le système reste le même, c'est-à-dire que ces assaillants viennent à moto, Moussa Zan le rappelait d'ailleurs tout à l'heure, ils viennent à moto, ils attaquent des postes où il y a 2-3 hommes en tenue, et puis ils continuent leur chemin. Alors, est-ce que les autorités n'ont pas eu quand même une sorte de relâchement, puisqu'ils savent que c'est ça la méthode? Non, je ne peux pas mettre ça sur le dos des autorités. Vous savez, les missions de sécurisation ont quelque chose de délicat. Moi, j'ai visité beaucoup de zones de guerre. Ouais. J'ai visité l'extrême nord Cameroun quand c'était encore très chaud là-bas. J'ai vu comment se comportent les militaires. Vous savez, l'image générale qu'on a du militaire, c'est un homme entraîné qui attend en faction l'adversaire, l'assaillant. Mais il faut échanger avec eux pour comprendre. Dans les pratiques terroristes, le terroriste ne vous donne pas rendez-vous. Oui. C'est ce qu'ils appellent la guerre asymétrique. C'est bien parce que je vais essayer d'expliquer pour que les gens comprennent ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Alors, les militaires vous disent que le terroriste ne vous donne pas rendez-vous. Il ne vous dit pas que j'attaque demain, j'attaque à 11h, j'attaque à 12h, j'attaque à 20h. Le terroriste ne porte pas une tenue spécifique. Il ne dit pas, bon, nous on va s'habiller comme Jonathan, et comme les militaires seront habillés comme Bachir, nous on sera comme Jonathan, on vient vous attaquer. Il ne donne pas de tenue spécifique. Le terroriste ne vous dit même pas que nos combattants, ils ont entre 18 et 35 ans, bien 18 et 70 ans. Il peut prendre une petite fille, il peut prendre un petit garçon, qui s'habille comme un enfant normal qui est en train de se promener. En échangeant avec beaucoup de militaires, ils nous ont fait comprendre que les premiers attentats qu'il y a eu, par exemple, dans l'extrême nord Cameroun, c'était comme ça. On envoyait des petites filles qui avaient l'habitude, parce qu'elles vendaient de la nourriture aux soldats. Vous savez qu'en Afrique, nous, on consomme la nourriture, la bonne nourriture faite à la maison par des mamans. Vous faites des beignets de riz que vous achetez. Donc, c'était ces petites filles qui avaient été utilisées. Et l'attentat a touché des militaires. Donc, vous voyez que le mécanisme est très subtil. Mais maintenant, il y a un élément important quand vous discutez. Les terroristes, c'est généralement des gens, quand vous voyez ça, qu'ils utilisent des gens dans la localité. Ça veut dire que le commanditaire ou bien le commandant opérationnel est sur le territoire du Mali. Oui. Bah, c'était le cas aussi à l'extrême nord. Leur commandant était sur le territoire du Cameroun. Et il avait l'argent. Il avait l'argent qu'il flatte ces petites filles, dont les mamans ne sont pas au courant. Hein. La maman fait des beignets de riz, elle leur donne pour aller vendre. Et lui, il achète, il lui donne un excédent de montant. Il lui dit, bon, on va te mettre ça là. Il lui met le dispositif pour les bombes. Et elle ne sait pas que c'est une bombe qu'elle transporte. Il lui dit, va vendre les beignets aux militaires. Elle sait qu'elle a gagné beaucoup d'argent pour la journée. C'est comme ça qu'elle va commettre un attentat sans s'en rendre compte.
C'est le renseignement qui a remonté toutes les informations et a permis d'établir ça. C'est pareil. Ces postes ont été attaqués de manière inadvertante. Que l'opinion panafricaniste sorte d'abord des rêveries d'une guerre où les gens ont des tenues, ils sont assis quelque part, ils font non, les terroristes, quand ils sont aux abois, ils utilisent des méthodes désespérées. Et ça, c'est une attaque désespérée. Oui. Désespérée, Bachir. Mais pourtant planifiée, puisque simultanée... Oui, mais elle est désespérée. Ils sont à l'agonie. Ils sont à l'agonie. Pourquoi ils s'attaquent aux pompiers, aux postes de PA? Pourquoi ils s'attaquent? Pourquoi ils ne battent pas vers les militaires? Pourquoi? Oui, mais le général Diawara le disait, il y a déjà des mesures. Depuis 7 mois, il n'y a plus d'attaque de cette envergure. S'ils savent déjà reconnaître le militaire malien, ça veut dire qu'ils connaissent, ils ont déjà tiré des leçons. Oui. On dit la sagesse commence avec la crainte du gendarme. Donc, ils ont déjà tiré des leçons. Oui. Alors, ils ont pris pour cible ceux qui n'étaient pas encore dans la mouvance du dispositif sécuritaire. Du moins, ils n'avaient pas les mêmes prédispositions que l'armée malienne a impulsé comme réflexe chez ces éléments. Ils ont réussi une opération. N'allons pas donner des bilans pour soit les gargariser, soit créer plus d'émoi. Mais ils ont fait des morts. Et ça, c'est à mettre comme étant un coup dur pour tous ceux qui défendent la souveraineté du Mali. Mais l'opinion africaine doit retenir une chose, c'est une guerre asymétrique. Oui. L'adversaire n'est pas connu d'avance. On soupçonne qu'il est là. Il y a les terroristes. Qui se morfondent dans la masse. Dans la population. Oui. Ils s'habillent comme toi et moi, Bachir. Il y a des terroristes qui sont plus élégamment habillés que toi et moi. Oui. Mais c'est des terroristes. Ça fait partie de leur stratégie. Oui. Ça amène les autorités maliennes à envisager d'autres formes de contrôle. Il y a les chiens renifleurs. Pourquoi ne pas utiliser les brigades canines? Il est prouvé que les chiens renifleurs, dans des moments où on n'a pas besoin, on n'a pas la capacité d'utiliser des mécanismes de dernière technologie, et même quand ça existe, les dernières technologies, dans tous les aéroports du monde, il y a les chiens renifleurs. Oui, ben, je crois qu'il y en a aussi du côté de Mali, Moussa Diawara ou Issa Diawara, quelqu'un confirmera, ça c'est sûr. Il faut des chiens, il faut donc des chiens renifleurs. Oui. À plusieurs endroits, il faut des chiens renifleurs. Il faut que les brigades canines de l'armée malienne se dotent de ces chiens-là, qui ont un odorat. Ils sont formés à reconnaître l'odeur des bombes. C'est-à-dire, même si vous avez seulement, même si c'est 2 grammes de C4 sur vous, le C4 c'est l'explosif qui permet de faire les attentats. Dès que vous avez 2 grammes, ils reconnaissent que ça c'est du C4. Et vous êtes neutralisé immédiatement. Dans le cas de l'armée camerounaise, il y a d'autres mécanismes qui ont été utilisés. Mais ça, c'est à la frontière. C'est des mécanismes qui sont utilisés à la frontière. Comme c'est des affaires de sécurité, on n'en parle pas sur les plateaux de télévision. Oui. Donc, mais dans le cadre des opérations sur le territoire à l'intérieur, c'est mieux d'avoir des brigades canines. Oui, le dispositif sécuritaire est mis à rude épreuve. Parce que c'était ça l'objectif des terroristes. Éprouver le dispositif sécuritaire pour voir sa capacité de résilience, sa capacité à prévenir les attaques et à les empêcher. Alors ça veut dire que en ce moment, on pourrait dire que les assaillants savent où frapper pour que ça fasse mal. Les assaillants ont... Vous savez, le danger dans une guerre, c'est que si, par exemple, Bachir, vous n'avez pas de téléphone portable, et moi je vous montre que sans le téléphone portable, vous êtes vulnérable. La seconde d'après, vous n'êtes plus vulnérable. Parce que pour votre première réflexion, c'est vous doter du téléphone portable. C'est la théorie du danger. Donc,
Voilà, la théorie du danger. Bon, ça, aujourd'hui, l'armée malienne sait quels sont les points de vulnérabilité. Du moins, elle a déjà fait son SWOT analysis et elle connaît quels sont les points de vulnérabilité identifiés. Oui. Il y a déjà dans le renseignement prévisionnel un ensemble de cibles potentielles qui sont jugées sensibles, c'est-à-dire qu'on peut les atteindre facilement. Donc, à ce niveau, le Mali a déjà lui-même réussi à éliminer ces poches de vulnérabilité. Maintenant, le truc dans le combat, dans l'attaque qui a été perpétrée, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les complicités internes, et moi je suis sûr que le patron de ces affaires est à Bamako. Le patron, parce que Kati c'est à côté de Bamako, c'est à 15 km. Le patron de tout ça, il est soit à Kati, soit à Bamako. Le patron est sur le territoire. D'expérience, je vous parle, pour avoir vu ce qui s'est passé au Cameroun. Pour réussir un coup comme celui-là, il faut avoir un patron. Pas seulement il faut avoir des renseignements, il faut que le commandant opérationnel soit sur le territoire. Parce qu'il doit bien maîtriser les changements du dispositif sécuritaire. Parce que c'est lui qui dit à toutes les équipes comment est-ce que ça évolue. Et qu'est-ce qu'il faut modifier dans le dispositif d'attaque. Donc, ce patron, il est à Bamako. Ou à Kati, comme vous l'avez dit. Ou à Kati. Oui. De toutes les manières, les forces, le renseignement malien doit l'identifier. Il a 2 ou 3 jours. Il ne peut pas sortir. Il faut même bloquer, que personne ne sorte. En tout cas, parce que jusqu'à maintenant, c'est sûr, ce genre de personne ne veut pas sortir. Mais à partir du moment où il voit une émission comme celle-ci, il aura envie, c'est mieux qu'on bloque tout. Il ne sort pas. Très bien. Parce que après, il faut prendre ce patron ce patron opérationnel, parce que c'est à partir de lui qu'on va remonter toutes les informations. Je vous parle parce que c'est de manière comparative, c'est un peu comme ça qu'a procédé le Cameroun. Il faut prendre ce patron opérationnel. C'est ce patron opérationnel qui est le cerveau de tout ce dispositif. Donc, à la fois les terroristes ont réussi quelque chose, à la fois ils nous ont permis d'identifier quelque chose, c'est qu'ils avaient des agents avancés sur le territoire malien. Quelque chose malheur est bon, comme le disait Issa Diawara. On retourne vers Moussa Zan Diara. Moussa Zan, est-ce qu'on peut interpréter ce double attentat comme une riposte, comme des représailles à la condamnation des 46 mercenaires ivoiriens? On sait que la justice ivoirienne leur en a quand même collé quelques années. Non, même pas, Bachir, même pas. Nous avons le plus tranquille sur ce point, parce que ce que le général vient de dire, en réalité, au niveau de la sécurisation dans les régions, y compris Bamako, nous avons l'esprit tranquille. Les zones qui ont été considérées auparavant, il y a de cela une année, 2 ans, comme des zones rouges, ou comme des zones à risque, ou comme des zones dont les camps ont été toujours détruits. Nous avons des hommes là-bas, il y a maintenant plus de 10 mois, qui sécurisent ces camps-là, dont ils n'ont même pas connu une seule attaque depuis que l'armée a changé les postures contre les terroristes. Maintenant, comme il a si bien dit, ces gens, en réalité, ces attaques-là, nous on les considère comme des gens qui se cherchent. Moi-même, je ne les considère même pas comme des terroristes, mais je les considère comme des vagabonds, parce que réellement, la manière dont ils évoluent, en réalité, eux-mêmes, ils se cherchent. Maintenant, en ce qui concerne le riposte de tout ce que les gens disent autour de ces attaques-là, comme si c'est l'arrestation ou les 49 mercenaires qui ont été arrêtés au Mali ici, que ces gens ils ripostent dans ce sens, moi je dirais non, loin de ça. Parce que les mesures sécuritaires autour de la ville de Bamako nous prouvent à suffisance que
il n'y a pas une menace vraiment qui pèse sur Bamako ou sur les grandes villes du Mali dont ces terroristes vraiment peuvent intervenir ou bien vraiment peuvent causer des dégâts à ce niveau. Loin de ça, parce que tout récemment, il faut reconnaître que l'armée s'est adaptée, l'armée a mis aussi des stratégies. Tout récemment, il y a eu la cérémonie de la sortie officielle des 402 éléments de la force SAT, BAFT, disons, BAFT, c'est une force spéciale dont Assimi gérait avant qu'il soit président. Donc, cette force spéciale est désignée uniquement pour l'intervention rapide, surtout sur ces cas d'attaque. Si ces cas d'attaque vraiment se produisent dans les localités, c'est ces éléments-là qui interviennent rapidement dans ces différentes localités, soit par voie aérienne, soit par voie terrestre. Donc, ces éléments-là sont déployés même dans la forêt de Faya. Il y a eu des interventions, il y a eu des arrestations bien avant aujourd'hui. Pour dire aussi qu'au niveau de ces postes, il y a aussi des éléments des forces spéciales de la gendarmerie qui ont des chiens vraiment renifleurs qui peuvent détecter soit des armes, soit des drogues. Donc, pour dire que ces gens qui viennent avec des motos, ils tirent, généralement, ils ne s'arrêtent même pas. Souvent, en passant, ils font des tirs, soit si ça trouve des gens, ou bien ça peut aussi même faire aussi des blessés en passant. Sinon, généralement, ils ne viennent même pas pour attaquer le poste ou bien pour vraiment faire ce genre de dégâts. Donc, moi, je ne considère même pas ce genre d'attaque comme une menace sur Bamako ou bien sur le Mali. Parce que ces derniers moments, nous avons compris que ce genre d'attaque, c'est soit pour les motocyclistes, soit pour les bus de transport qui transportent des paisibles citoyens. Ils les arrêtent soit à mi-chemin pour les dépouiller de leurs biens. Et bon, ça, c'est des actes de banditisme, ce n'est pas des actes terroristes. Donc, nous ne pouvons pas qualifier cette attaque comme une riposte des terroristes qui peut vraiment répondre à quoi que ce soit. Si il s'agit vraiment d'une menace, nous pouvons dire que cette menace doit venir ailleurs, mais pas à ce niveau. Mais toutes ces zones-là qui sont considérées comme des zones à risque, comme les frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire, comme la frontière entre le Mali et la Mauritanie, ces zones de Ségou, Nampala, Nyono, Djabali, qui ont été vraiment des zones rouges à son temps, dont les camps ont été toujours attaqués par des djihadistes. Ces camps-là sont aujourd'hui à peu près à une année ou à 2 ans qui n'ont même pas connu vraiment des attaques qui peuvent vraiment même nous donner une idée de la faiblesse de l'armée. Loin de ça, l'armée a vraiment repris vraiment sa force. L'armée a repris aussi les camps et l'armée sécurise vraiment les camps comme il faut. Nous sommes de Kati. Kati, c'est la plus grande ville garnison presque du Mali. Nous avons nos frères au front. Nous sommes toujours renseignés par ce qui se passe au niveau de ces camps-là et par tout ce qui se passe aussi au niveau du centre du Mali ou au nord du Mali. Donc, je peux vous assurer que nous sommes tranquilles ici. Nous savons que l'armée a changé vraiment sa stratégie de combat et l'armée a mené aussi d'autres stratégies dont les terroristes se cherchent parce que c'est l'armée qui part maintenant à la recherche des terroristes. Auparavant, c'était le contraire, c'était les terroristes qui venaient vers nous pour détruire les camps. Après, on sortait pour aller les chercher. Mais par contre, maintenant, c'est l'armée qui mène les patrouilles, c'est l'armée qui fait des fuites. Et pour dire aussi que concernant leur stratégie d'attaque avec les motos, il y a même une politique que l'armée a mise sur place. Il y a de ces zones dont les attaques avec moto avaient fait des dégâts. Il y a eu des politiques qui ont été mises sur place dont les motos ont été vraiment interdites à certaines aires. À 18 heures seulement, tu n'as plus droit à rouler vraiment avec les motos. Et il y a certains niveaux aussi où les motos même qui sont utilisées par les djihadistes sont interdits de rouler
pendant toute la journée et à une certaine période. Et l'armée aussi s'est adaptée à ces mêmes stratégies. Il y a de ces hommes aussi en tenue qui utilisent aussi les motos pour aussi accéder à des endroits où les véhicules ne peuvent pas vraiment accéder. Et ces motocyclistes aussi, dont l'armée a mis vraiment à la disposition des éléments de force spéciale qui utilisent aussi, même au fond même de ces forêts, qui est considérée comme la plus grande, qui fait partie aussi de la plus grande forêt classée au Mali, qui est appelée la forêt des Faya. Il y a de ces patrouilles qui sillonnent l'intérieur de cette forêt généralement, et on le sait, il y a eu même des arrestations tout récemment dans cette forêt. Donc nous pouvons dire que ça peut être considéré comme des attaques vraiment isolées, des attaques vraiment désespérées, mais pas une menace pour la sécurité du Mali et pas pour une menace pour la sécurité même des autorités du Mali. En tout cas, ça rassure beaucoup sur le moral, hein, que ce soit des populations ou des troupes, de savoir que vous autres Maliens considérez cela donc comme des épiphénomènes. C'est vrai, il y a des victimes et nous nous inclinons sur leur mémoire, mais nous tenons en tout cas à vous remercier pour le moral. Issa Diawara, avant peut-être de donner la parole à nos téléspectateurs, puisque Abou d'Angleterre est en attente. Issa, je voudrais avec vous comprendre le prétexte de cette thématique pour aborder une ou deux questions liées à la politique ou même à la diplomatie du côté du Mali. Alors, la CEDEAO, je le rappelle, avait donné quand même au Mali jusqu'au 1er janvier pour libérer les mercenaires ivoiriens. Naturellement, Bamako ne s'est pas exécuté. Est-ce qu'on doit s'attendre à des sanctions? Bachir, ok, merci. Les sanctions, la CEDEAO va sanctionner qui? La CEDEAO, d'abord, je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est un espace commercial. Oui. La CEDEAO, elle doit travailler comme un peu partout en Afrique. Hein. Il faut que les Africains puissent circuler librement en Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous aventurez dans un pays membre de la CEDEAO, à chaque barrière, vous devez payer. C'est le cas un peu partout, en Afrique centrale, un peu partout. Oui. Les marionnettes, les chefs d'État à la tête des États africains, s'ils doivent au moins se régler quelque chose, que la France ne va pas les empêcher, c'est au moins de permettre aux citoyens de circuler dans les pays lambda. Mais un citoyen, il ne sait pas, malien aura du mal. Chaque poste de contrôle au niveau du Burkina ou du Sénégal doit peut-être payer quelque chose. Et idem s'ils viennent au Mali. Mais la CEDEAO doit au moins pouvoir travailler sur ça. Ça, c'est des choses qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de l'autorisation d'Emmanuel Macron. Parce qu'ils ont copié ça sur le modèle de l'Union européenne quand même. Hein? Sinon, bien avant l'Union européenne, en Afrique, les gens étaient libres quand même. On respectait beaucoup plus l'étranger. Mais puisque, de leur politique, ils pensent avoir tout calqué sur l'Union européenne, pour eux, le monde n'a jamais existé avant le système colonial, le système que le colon blanc a mis en place. Pour eux, le monde n'a jamais existé. Pour moi, la CEDEAO doit régler de telles questions au lieu de se mettre dans une affaire judiciaire entre deux États membres de la CEDEAO. La CEDEAO a acquis pour prendre parti, en tout cas du côté de Ouattara, et donner l'ultimatum, même si nous savons qu'ils se retrouvent tous entre les mains de Macron lui-même, s'ils deviennent tous enfants de Macron. Selon les circonstances. Or, Macron lui-même, volontairement, il a opté ne pas procréer dans la vie, ne pas faire d'enfants. C'est volontaire chez Macron en épousant, bien sûr, sa grand-mère. Mais quand des gens comme des vieux comme Ouattara et Bazoum, Ambalo, veulent devenir des enfants adoptifs de Macron, c'est le résultat que ça donne. Ils ont donné leur famille ultimatum. Ils avaient dit 1er janvier, non? Aujourd'hui, nous sommes au 4 janvier. Bachir, moi, je suis au Mali. Tranquille, je viens de quitter Bamako il n'y a pas longtemps. L'échelle n'est tombée nulle part ici. Nous respirons l'air pur. Et puis, nous continuons de circuler. Je ne connais même pas, si c'est un tremblement de terre. La CEDEAO a perdu sa crédibilité. Parce que dans la CEDEAO même, ça ne va pas. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO sera d'accord, la CEDEAO dans son ensemble aujourd'hui, autour des sanctions contre un pays membre pour une histoire qui est bilatérale? La réponse, évidemment, c'est non. Non seulement la CEDEAO est divisée aujourd'hui à l'interne, je pense que c'était l'un des objectifs du Mali, mais aujourd'hui, la CEDEAO n'est pas à mesure de faire quoi que ce soit. J'ai vu je ne sais pas, des gens qui parlent à leur nom, qui se font passer pour des journalistes,
qui sont en réalité des services secrets de la France, mais qui ont la peau noire comme nous. J'ai entendu quelqu'un d'entre eux dire que oui, un diplomate de la CEDEAO a dit qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali parce que les deux pays sont rapprochés et qu'il ne faut pas gâter ces rapprochements. Oui. Il y a quel rapprochement? On demande à Ouattara de payer le prix de la libération de ces mercenaires, un prix très élevé, pour contribuer à l'effort de guerre du côté du Mali. Il y a quel rapprochement? Il y a quel rapprochement entre Goïta et Ouattara? Mais on demande à Ouattara de payer cher beaucoup de milliards. Entre les États, il n'y a que question d'intérêt. Si Ouattara avait eu le dessus, Assimi ne serait pas au pouvoir en janvier 2023. Mon général, puisque c'est le Mali qui a le dessus. Général Issa, mais effectivement, nous avons aussi appris quand même que les deux pays avaient signé un mémorandum qui devrait conduire à une grâce présidentielle au profit des soldats ou sinon des mercenaires condamnés. Mais ils ont déplacé le problème, ils n'ont pas bien dit la chose. Et ça va conduire à une grâce présidentielle au prix de quoi? Pourquoi ils n'ont pas signalé d'abord qu'il a été convenu que les armes là doivent rester entre les mains du Mali et que c'est acté? Pourquoi ils ne vont pas dire qu'il est question de rapatrier les outils de la France? On va vous pensez que ce sont des humains, ceux qui sont du côté d'Abidjan et ceux derrière les hommes que la France utilise pour mettre une pression politique contre le Mali, essayer de déstabiliser le Mali, qu'il est question dorénavant de rendre tous ces outils au Mali. C'est ce qui est inclus. Pourquoi on ne dit pas que le Mali est jusque-là réussi à obtenir plus de 75 milliards que l'UEMOA avait injustement, en tout cas, saisi. Donc aujourd'hui, le Mali gagne beaucoup, nous avons beaucoup de milliards en jeu. Derrière chaque mercenaire, ce ne sont pas les 2 millions que vous voyez. Derrière chacun d'eux, le prix est très élevé. Et le prix là, je pense, Ouattara pourra payer ça de son pouvoir. Parce que n'oubliez pas, ce que le Mali demande, ce sont les outils de pression de la France contre le Mali. Ouattara a rendu ses hommes politiques, ils ne sont qu'à Abidjan, ils ne sont nulle part ailleurs. À Abidjan, il n'y a qu'un seul à Niamey. Ouattara a rendu diminuer la France de tout moyen de pression contre le Mali et en faisant débloquer tous ces milliards, comme il est en train de faire. Et cela aide le Mali à acheter rapidement encore d'autres équipements pour continuer à affirmer sa puissance au niveau de l'Afrique de l'Ouest et à écraser, à broyer les terroristes de la France. Donc, je pense, ça va aller, c'est bon. Général Diawara, donnons la parole donc à nos téléspectateurs, c'est bien leur émission. Et notre ami Abou d'Angleterre est au bout du fil depuis une dizaine de minutes. Abou, bonsoir cher ami depuis l'Angleterre. Abou, vous m'écoutez? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une latence avec Abou du côté de Londres. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Adam. Et en ce jour de ma première intervention pour l'année 2023, je voudrais profiter pour te souhaiter bonne année, bonne et heureuse année 2023. Comme on le dit chez moi, toutes les bontés. Et je confirme, Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités de marque. Jonathan Batil-Guenil, le brillanticiste, général Issa Diawara et le nouveau intervenant Moussa Zan Diarra. Et je leur souhaite aussi bonne et heureuse année 2023 à tous les techniciens aussi et tous les appelants. Une fois que je dis cela, Bachir, en ce qui concerne la problématique de ce soir, nous, néo-panafricanistes, c'est avec amertume qu'on apprend encore qu'il y a des attentats au Mali. Donc, nous sommes vraiment de tout cœur avec le peuple malien et nous leur disons que le serpent, la tête du serpent que la France a été coupée, mais le serpent n'est pas encore mort. Donc, vigilance, vigilance
il ne faut pas jeter les bâtons. Et dans cette lutte contre le terrorisme, ce qui nous revient souvent, c'est cette escroquerie dite des droits de l'homme. Parce qu'on attend beaucoup d'Africains, quand il s'agit de combattre le terrorisme, ils disent, ils tiennent toujours, ils se laissent influencer par cette grosse escroquerie qu'on appelle droit de l'homme. Vous comprenez? Moi, je suis dans ma 23e année en Europe, et quand il s'agit de combattre les terroristes ici, ils le font avec tolérance zéro. Vous comprenez? Ils n'ont jamais mis au devant les droits de l'homme. Ils disent même et on a vu aussi en France, cette même France-là qui tous les jours bandit les droits de l'homme quand il s'agit de combattre les terroristes en Afrique. Quand un terroriste en Afrique se présente seulement avec un couteau seulement en main, hein, qu'est-ce qu'on fait? On la bat. Avant, on a vu, il y a eu plusieurs événements là-bas qu'on a vu, Koulibaly, tout ça là, qui a été abattu, les Mira qui a été abattu, on les abat toujours, avec tolérance zéro. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que eux, ils envoient toujours le message fort aux terroristes pour ne même pas que les terroristes même aient le courage de faire ces petits attentats qu'ils font en moto, comme au Mali, tout ça. Ils leur donnent toujours, ils les tuent de façon exemplaire. Ça dit que d'une manière atroce qui traumatise même les terroristes. Ça dit que les terroristes sont terrorisés. Vous comprenez? Donc c'est le même truc qu'on doit appliquer en Afrique. On doit appliquer cette méthode-là, ce principe où le terroriste doit être terrorisé. Ça dit que la manière dont on les frappe, ça doit être exemplaire, de telle sorte que ceux-mêmes qui sont tapis dans l'ombre n'aient pas le courage de venir perpétuer un autre attentat. Vous comprenez un peu? Donc, c'est dit quoi? Qu'on cesse de penser être plus royaliste que le roi. C'est pas nous qui avons créé le droit de l'homme. Eux-mêmes qui brandissent le droit de l'homme là chez eux, ils ne respectent pas ça. Ça fait 23 ans que je suis en Europe. J'ai vécu 25 ans en Afrique avant d'immigrer en Europe. Je suis dans ma 23e année. Ici, là, on ne connaît pas le droit de l'homme. Même nous qui sommes là. Le seul fait qu'on appelle l'Afrique Média, nous sommes classés fichier S. Fichier S, ça veut dire que security. Ça veut dire security là. On est classé dedans. Nous sommes écoutés, on nous suit partout. Ça dit que tellement qu'ils sont dans la tolérance zéro, alors que moi, je n'ai pas d'armes chez moi. Mais quand même, de par mes interventions seulement, je suis classé comme fichier S. On me suit dans toutes mes démarches. Vous comprenez? Ça veut dire qu'eux, ils font ce qui est tolérance zéro. Ça dit qu'ils ne laissent même pas une occasion pour dire qu'un jour, Abou, peut-être qu'il a un groupe terroriste. Donc, ils me suivent en même temps. C'est comme ça que nous, on doit faire. Il n'y a pas de droit de l'homme. Alors que je suis un citoyen normal, je paye mes impôts, tout ça, mais ils s'en foutent de ça. Eux, ils s'en foutent. Tant qu'il y a des interventions comme ça, je parle mal de la France, tout ça, pour eux, je suis un potentiel terroriste. Donc c'est comme ça que nous aussi, on doit faire. On ne doit pas s'amuser. La vie d'un Africain coûte cher. C'est ce qu'on doit savoir. La vie de l'Européen coûte tellement cher. Quand ils tuent les terroristes, ils ne s'expliquent pas. Donc nous aussi, on ne doit pas s'expliquer. On ne doit pas faire d'enquête, laisser les gens des droits de l'homme là venir, les soi-disant ONG qui se taisent quand on tue les Africains. Mais une fois qu'on tue les terroristes, c'est là qu'eux viennent faire des enquêtes. On ne doit pas accepter tout ça. Parce qu'en Europe ici, ils n'acceptent pas tout ça et jamais ils font des procès aux militaires européens. Donc nous aussi, on ne doit pas faire de procès aux militaires africains. On doit combattre avec tolérance zéro et on doit faire le même système qu'eux ils font ici. Ils disent que prevention is better than cure. Ça veut dire que vaut mieux prévenir que guérir. Donc eux tuent les terroristes avant que les terroristes frappent. C'est comme ça que nous on doit agir. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye for now. Bye bye. Merci à vous, merci à vous. Eh bien, d'autres appelants, allons aux États-Unis. Jean Sakponou est aussi en ligne. Bonsoir Jean. Bonjour Bachir, bonjour. Merci pour votre patience et bonjour aux auditeurs, bonjour aux techniciens, bonjour à vos invités, bonjour à Issa Diawara, bonjour à Moussa et bonjour à Jonathan. Bachir, merci beaucoup. Je salue en passant Gallo Sili, j'espère qu'il va appeler tout à l'heure pour apporter aussi sa contribution. Bachir, nous disons que nous sommes en guerre.
Vous voyez, c'est à l'ONU, ce n'est pas seulement au Mali, hein. Le Mali est parti à l'ONU accuser la France de former et d'armer les terroristes au Sahel et en particulier au Mali. Est-ce que ce contentieux est déjà évacué? Alors, tout ce qui se passe, c'est la faute à qui? C'est la France. On ne le dit pas parce que on en manque d'arguments ou bien, bon, on ne sait pas. C'est la France, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas. Ce qui est dit est dit. La France est pas seulement la France, hein. Quand nous disons la France, c'est tout l'Occident. À la tête en cachette des États-Unis, ceux qui représentent ce pays dans ces clubs démoniaques. Alors, vous pensez que c'est du jeu? Et j'ai dit hier que la participation de la France dans la guerre de l'Ukraine, c'est-à-dire l'aide que la France apporte à l'Ukraine, est tellement élevée que la Russie voit. Alors, les chiens de la France en Afrique, je dis bien, les chiens, ils n'ont pas de cervelet qui sont en Afrique. Pour eux, dans leur usine, il faut chercher des moyens, toujours des moyens pour déstabiliser les pays africains. Faire les coups d'État. Avoir des gens pour les convaincre à faire du mal à leur pays. Mais ils n'échapperont pas. Parce que nous sommes chez nous. L'Afrique est l'Afrique. Ce qu'ils font, ce n'est pas juste. Que le peuple français sache que ce que leurs ressortissants, ces chiens qui sont en Afrique, soi-disant soldats et babouzes, ce qu'ils font, Dieu voit. Et ils vont payer les prix. Personne ne sera épargné. Mais ce n'est pas seulement les terroristes qui tuent aujourd'hui. Il y a les comment appelle-t-on, les effets je sais pas si on appelle climatiques, naturels qui se passent chez moi ici, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. On va dire quoi? C'est pas terroriste, pourtant il y a des gens qui meurent. Alors, terroriste qui vient faire cela, et gazer, je ne sais pas quoi, au Mali, et tuer 7, nous saluons la mémoire de tous ceux-là qui disparaissent sur la terre. Mais ne perdez pas le courage. Alors, sur ce, je reviens rapidement sur quelques points. La Mauritanie, Issa Diawara l'a souligné. Longue frontière avec le Mali. Je sais que vous avez les informations. Vous avez les choses pour encore. Il faut renforcer le contrôle de ce côté. Le Niger, oui, nous savons. Bazoum ne sait pas. Il est lui-même, il est en prison. Alors, nous disons aux Français de cesser de faire ces sales besognes en Afrique. Parce que c'est trop. Ils sont là pour chercher chaque fois, comment faire pour déstabiliser. Parce qu'ils ne voient pas que... Vous parlez d'humains et des hommes. Ils ne nous voient pas comme des hommes, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dans leur tête, c'est comme ça. Alors, il faut tout pour... Et ceux qui disent droit de l'homme, vous venez de souligner, oubliez ces genre de choses. Il faut les mettre, il faut les surveiller de très près. De très très près. Comme de laisser le feu. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous dicter. Chassez-les. Chassez-les. Ne soyez pas intimidés. Chassez-les. Ils n'ont rien à vous dicter comment conduire vos peuples. Ne choisissez pas vos peuples. Ce n'est pas à eux de nous dire quoi que ce soit. Merci Jean-Jacques Pelot. Alors, Mauritanie, le Niger, et surtout Bachir Issa Diawara ici, dites à vos soldats que nous sommes en guerre. En guerre, il faut être debout comme un guerrier. S'ils sont en fonction, d'oublier les téléphones, d'oublier l'internet, c'est qu'on sort. Parce que Bachir, vous voyez ce qui se passe. Les gens connaissent les téléphones de ces soldats qui sont affectés à ces postes, et à cette occasion de fin d'année, ils peuvent être en ligne avec eux, soit en testant, soit en les appelant, oui, et cela leur permet de situer ce bonhomme qui est sur sa moto pour aller commettre les forfaits.
C'est comme ça que les babous les enseignent d'utiliser pour détruire, pour faire peur. Mais ils ne feront pas, ils vont échouer parce que nous sommes en position nous sommes en droit, nous sommes en position de défense, on ne les attaque pas, c'est eux qui nous attaquent, ils vont échouer. Ils vont échouer. Alors nous sommes en guerre, que les soldats sachent que nous sommes en guerre et soient sur le pied de guerre. Jean Sapono, merci Jean Sapono pour la contribution. Deux derniers appelants. Alors c'est vrai que Zerfel a l'habitude de nous dire d'essayer d'abréger les appels, la durée des appels pour permettre quand même au maximum de personnes de s'exprimer. Merci en tout cas. Et justement, Zerfel est au bout du fil. Bonsoir Zerfel. Ok, bonsoir Bachir. Bonsoir. Je salue tous les techniciens. Merci. Et je salue tous les appels de chez de Foy. Et sans oublier ma soeur qui est malade, comme on dit, là, je pense qu'elle porte très bien. Mais là, je salue tous les journalistes. Tous les journalistes, hein. Bon, merci. Mais moi, je vous ai dit quelque chose, parce que j'ai dit ça plusieurs fois. Et moi, je vais m'adresser un peu à Diabara, votre général, quand il vient sur le plateau. Parce qu'un mort, on parle d'un mort, et puis on parle de 7 déjà, c'est du tout. Donc, quand il vient là, ne dit pas que il coûte d'eau dans la mort. Non. Ce genre de s'exprimer là, moi, c'est pas bien. Parce que ce sont des êtres humains qui sont partis. Donc, il faut un peu de sentiment quand ils parlent de ces gens-là. Si j'ai fini de parler de ça, mais je vais maintenant dire aux militaires, même quel que soit comment dire, les barrières qu'ils ont mis, si c'est une station de sapeurs-pompiers qui sont quelque part pour sauver les vies, quand il y a un accident, mais les militaires même, comment dire, je pense que ces pompiers ne sont pas armés, je me demande s'ils sont armés. Donc les militaires sont obligés de surveiller ce camp-là. Alors, parce que le Mali, c'est que le Mali est entouré de 7 frontières. Donc, quand ils voient tous ces ennemis qui sont autour d'eux là, ils ne doivent même pas comment dire, fermer un œil. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que comment on attend toujours quand il y a des tueries quelque part, c'est là on se réveille. Non. Parce que vous êtes en guerre chez le Mali. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en embuscade contre vous. Hein? Regardez un peu ce qui se passe un peu, comment dire, avec Draman, hein, en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce Burkinabé là, il est prêt de céder jusqu'à présent que, comme il le dit, lui pense qu'il est le roi des rois ou il est le dieu des dieux en Afrique de l'Ouest. Quand on refuse ou on n'admet pas ce qu'il dit, lui, il est prêt toujours pour se venger. Alors vous, les Maliens, vous devez être sur le point de guerre avec tous ceux dans vos frontières. Donc, un inconnu qui arrive en moto ou quelque part, vous ne le connaissez pas, ou vous le voyez, mais à distance, vous allez le stopper. Parce que, comment dire, vous avez tout sur le matériel aujourd'hui, quand le frère vient sur les médias pour nous parler du matériel du Mali, tout le monde est content. Mais ce matériel, c'est pas pour, comment dire, pour contempler les yeux ou pour orner, comment dire, les casernes de choses au Mali. C'est pour surveiller, comment dire, le territoire malien. Donc, moi, je parle aux militaires, ils ouvrent les yeux partout où ça va, une mouche bouge, ils doivent être là. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, moi, je m'arrête là parce que il faut que quand Diabara il va parler, il faut qu'il mette un peu d'eau quand il y a des morts. Ça, c'est la bonne chose. On ne s'amuse pas avec les choses. La mort, si quelqu'un meurt là, il ne revient plus. Merci. Merci à vous, très cher Zerfel. On reste avec les appelants et on va en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bandakani nous appelle de ce côté-là. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Au niveau de la régie, est-ce qu'on peut relancer Emmanuel? Je crois qu'il essaie de réécouter. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, Emmanuel. C'est Bandakani Emmanuel depuis la Côte d'Ivoire. Merci, mon frère.
Bachi, comme j'ai l'habitude de le dire, Bachi, vous êtes une fierté pour l'Afrique. Bachi, toute la jeunesse africaine est fière de vous avoir. Parce que Bachi, tu sais quoi? Nous qui avons moins de 35 ans, 40 ans, nous ne connaissons pas de Kwame Nkrumah. Nous avons entendu parler de Kwame Nkrumah. Par contre, toi, Bachi, nous t'avons vu au front. Nous avons vu combien de fois tu as abandonné la famille pour que cette Afrique aille de l'avant. Et aujourd'hui, le soleil est en train de se lever sur l'Afrique. Bachi, si j'ai fini de dire ça, concernant les 46 mécénats ivoiriens, Bachi, c'est une honte même de venir en parler sur les plateaux de Foyou Média. C'est vraiment une honte. Bachi, regarde des personnes qui ont leur faculté intellectuelle ou une conscience, un peu de conscience. Libération immédiate, libération sans délai, on ne négocie pas, on va à l'ONU et encore sans gêne, sans honte, ils envoient une délégation au Mali. Et aujourd'hui, ils sont fiers. Bachi, c'est une honte. Vous-même, vous savez ça, que c'est une honte pour vous. Mais vous êtes obligés d'éclairer la lanterne de nous qui ne comprenons pas. Merci pour le travail que vous faites. Concernant ces petits attentats au Mali, Bachi, il faudrait que nous nous attendons à ça. Hein? Il faudrait que nous nous attendons à ça. Et je demande aux autorités maliennes de redoubler encore d'efforts. Ça, ce n'est que des gesticulations. Donc, nous n'avons pas peur. Nous comptons sur Assimi Goïta et son équipe. Et Bachi, nous comptons sur vous. Voilà, si j'ai fini de dire ça, je ne saurais terminer mes propos sans oublier le Burkina Faso. Effectivement, ce Tintin de, je ne sais pas si c'est ce terroriste qui se dit ambassadeur doit vraiment quitter. Hein? On doit qu'il voie le Mali a déjà tracé le chemin. Laurent Gbagbo a commencé le combat. Il n'a pas pu terminer. Le Mali a entamé le combat. Et le Burkina doit continuer. Il ne faut pas, on va se fatiguer. Le Burkina n'a même pas souffert. Parce que le Mali a déjà tout fait. Le Mali a déjà tout fait. Donc je demande aux autorités maliennes de prendre leurs responsabilités, burkinabé, pardon, de prendre leurs responsabilités, de copier simplement ce qu'Assimi Goïta a fait. Il doit avoir même les ministres des Affaires étrangères. Il doit avoir une équipe. Ils doivent travailler ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Concernant la CEDEAO, Bachi, ça c'est une honte, ça c'est une chose. Bientôt elle va disparaître. Et le peuple, nous le peuple, nous allons prendre la relève. Soyez-en sûrs. De la même chose pour l'UA. Bachi, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos invités. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bachi, retiens bien ceci, que tu es une fierté pour l'Afrique, pour la jeunesse. Pour la jeunesse consciente, bien sûr. Pour la jeunesse consciente, Bachi, tu es une fierté. Merci, bye bye. Salut la famille. Merci. La continuité. Merci, très cher Emmanuel Bandakani. Depuis la Côte d'Ivoire, nous, voilà, il y a quelqu'un d'autre au téléphone dont je n'ai pas encore le nom. D'accord, il préfère garder l'anonymat, c'est ça? Très bien, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur Bachi. Bonsoir. Oui, j'aimerais intervenir et dire que ce qui se passe en ce moment au Mali, je pense que quelque part c'est une victoire. Parce que si l'Occident, je pense que c'est l'Occident, en tout cas les terroristes sont obligés de procéder par des attentats, cela veut dire que l'armée malienne a redoublé d'efforts, l'armée malienne est prête, les Maliens sont prêts. Les Occidentaux ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient. Envahir, attaquer, et puis foncer vers la capitale, et puis prendre la capitale. C'est devenu plus difficile pour eux. Et donc, je pense qu'il fallait s'attendre à cela, mais c'est des choses qu'au fur et à mesure, l'armée malienne va maîtriser, et on n'entendra plus parler de cela. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie, et merci pour le travail que vous faites. Merci à vous également, cher ami, pour la contribution. Alors, signé, il me semble que... D'accord, c'est bon. On va refermer d'abord le standard pour permettre donc à nos invités de conclure en beauté. C'est en 30 secondes chacun. Moussa Zane Diarra, alors un mot certainement pour refermer cette édition. La leçon que nous retenons quand même venant de nos appelants, c'est que cette double attaque au Mali, et il faut la prendre avec, il faut prendre ça avec beaucoup, mais alors beaucoup de positivité, puisque ça nous permet de déceler d'autres failles dans le système de sécurité et de pouvoir améliorer. Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Oui, Bachir, il faut reconnaître que nous sommes en guerre, comme quelqu'un l'a si bien dit. Oui. Et à chaque attaque ou à chaque action que l'ennemi procède sur le terrain, nous tirons vraiment des leçons. Et je sais que la hiérarchie militaire aussi vraiment prend des mesures pour ça. Auparavant, c'était des mines qu'on posait. Présentement, c'est des motos. Maintenant, nous savons que l'ennemi vraiment a vraiment beaucoup perdu le terrain et il y a des mesures qui seront vraiment prises par rapport à ça. Et pour dire aussi que le peuple malien se considère, nous considérons comme des soldats auprès vraiment des femmes pour aussi les soutenir, vaille que vaille, pour vraiment mener cette guerre jusqu'au bon port. Ceux qui connaissent l'historique, depuis 2012 à nos jours, le Mali est sous vraiment une menace internationale parce que c'est l'Occident qui appuie ces terroristes-là. Donc l'armée malienne fait face et Assimi et ses hommes vraiment, on les salue vraiment, gardez-vous à eux parce qu'ils ont apporté un changement vraiment considérable au sein même des femmes et nous comptons vraiment finir avec cette guerre très prochainement et très bientôt. Merci à tout le peuple africain, merci aux panafricanistes. Et je remercie aussi mon président et mon aîné, le général du peuple. Merci à vous, Bachir. Moussa Zan Diarra. Eh bien, nous lisons ce message au moment où nous envoyons la parole à Issa Diawara. Alors, si le Mali procède par un compromis avec Ouattara, je pense que la crédibilité du Mali va prendre un coup avec le dossier France auprès de l'opinion africaine. Actuellement, l'Afrique ne connaît pas la cause exacte des soldats ivoiriens au Mali. Donc, c'est le Mali qui doit charger la Côte d'Ivoire devant les Africains. C'est un message de Mvouma Osoba depuis Pointe-Noire au Congo et il rajoute en saluant tout le monde et une question à Issa Diawara. Pourquoi les femmes ne terrorisent pas la base des terroristes de la France de Kidal? Ah d'accord. Certainement, notre ami Diawara a bien compris la question. Seulement, on n'a que 30 secondes. Finalement, en général, Diawara, il faut bien rappeler que l'affaire des 46 soldats a un tout petit peu noyé la plainte du Mali du côté des Nations Unies. Oui, les Nations Unies appartiennent aujourd'hui à l'Occident, qu'on le veut ou pas. L'Afrique est exclue du système des Nations Unies. Et nous sommes fait inviter, sinon nous n'avons pas été invités. Oui. Ensuite, maintenant, pourquoi le Mali ne nettoie pas la base de Kidal? La guerre, c'est un processus. Nous avons un chef d'état-major. Il y a déjà les militaires maliens à Kidal, c'est que beaucoup ne le savent pas, dans un cadre bien défini. Maintenant, vouloir en nettoyer, débarrasser totalement Kidal, c'est un processus aussi. Le Mali c'est un vaste territoire, c'est 1 241 000 km². Logistique, c'est énorme. Je pense qu'on avance pas à pas. Au moment que nous faisons cette émission, il y a plus de 3000 policiers qui sont en formation. Ils ont été militarisés. Beaucoup de milliers de la garde nationale, de la gendarmerie aussi. Donc il y a beaucoup de militaires. Le recrutement, c'est un rythme très accéléré. Et maintenant, que l'opinion africaine abandonnera le Mali, je ne sais pas pourquoi, parce que derrière aussi ce combat, si on dit on soutient Assimi Goïta, il faut comprendre ses choix. Il faut pouvoir accompagner ses décisions. Vouloir abandonner, ça montre qu'on n'a jamais été là. Donc, je demande à ceux qu'on puisse... mais moi, je ne comprends pas certaines décisions, mais en fin de compte, on voit que ce sont de bonnes décisions. Et c'est lui qui a eu le courage de saisir ces mercenaires ivoiriens. Je ne pense pas qu'on puisse mieux gérer cette histoire plus que le colonel Assimi Goïta lui-même. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Issa, plein de sagesse d'ailleurs. Quand on soutient un leader, il faut pouvoir comprendre ses choix, l'accompagner jusqu'à arriver bien sûr à la limite de tout cela. Joe Watengene, en 30 secondes, on refait. Les terroristes, comme beaucoup l'ont compris, ils sont aux abois. Les terroristes sont réduits désormais à des attaques en ciblant les points les moins aguerris de sécurité au Mali. Ça va se régler. Les autorités maliennes ont pris note. Nous savons qu'il y a tout un dispositif sérieux qui est en train de s'organiser, qui va faire l'état
des lieux et qui va prendre des bonnes décisions. Les terroristes n'auront plus l'opportunité de frapper avec autant de facilité les autorités maliennes, encore moins la révolution panafricaniste au Mali. Nous allons les prendre encore plus au sérieux. Et le message ce soir, c'est à l'égard de leurs patrons, les sponsors et leurs communicateurs. Parce que pendant que nous parlons ainsi, Bachir, Radio Fausse Information et son média télévisé, aka RFI et France 24, étaient en train d'encenser les terroristes en disant qu'ils ont encerclé Bamako. C'était leur communication. Autour de Bamako, c'est ce qui est écrit mot pour mot. C'était leur communication. Eh bien, nous allons leur passer un message. L'étau se dessert à Bamako et les autorités maliennes vont régler le compte à tous les terroristes qui croyaient trouver dans le Mali une passoire. Très bientôt, vous verrez qu'on ne parlera plus du terrorisme au Mali. Déjà que dans beaucoup de villes, les activités ont repris en bonne et due forme. Les populations sont revenues en toute quiétude. Et on a vu des jeunes jouer au football dans les rues comme ça se passait auparavant. C'est désormais une histoire révolue, le terrorisme dans le Sahel, surtout au Mali. Et le Mali va être l'exemple. Notre prochaine destination, c'est Niamey. Merci en tout cas. Tout ceci est donc de notre consultant permanent, Jonathan Batengeli. Merci à vous, merci à Moussa Zan Diarra et bien sûr le général Issa Diawara qui était avec nous. Sans oublier tous ces appelants et ceux qui nous ont écrit beaucoup de messages. On essaiera dans les prochaines éditions de lire ces messages au fur et à mesure. Parfois on est emporté par toutes ces analyses que vous nous pondez, messieurs. En tout cas, merci. Et un grand merci à toute l'équipe technique. Elle nous a toujours aidé dans la préparation et la production de nos émissions, surtout le point sur l'actualité. Vous ne zappez pas, dans quelques minutes, vous retrouvez Mbala pour le grand journal de Foyou.